Longtemps perçu sous les prismes de la tradition ou de l'aide au développement, les génies créatifs africains s'imposent aujourd'hui comme les nouvelles ors noirs du continent, de la musique à l'art contemporain, à passer par les designs et les numériques. L'Afrique ne se contente plus d'exporter ses talents, elle commence à structurer une économie de l'immatériel capable de redéfinir sa trajectoire de croissance. Mais comment transformer ces foisonnements artistiques à un levier de puissance géoécologique et à un moteur de prospérité durable? Entre enjeux de prospérité intellectuelle, révolution technologique et soft power, nous explorons aujourd'hui les mécanismes qui feront de la culture les véritables fers des lances de l'émergence africaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros du Descriptif, l'émission au centre des questions socio-professionnelles. Aujourd'hui, un plaisir pour moi de recevoir une artiste, mais aussi activiste culturelle, qui est mon invité d'aujourd'hui, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, M. Simer. Bonsoir à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous durant cette émission. Je suis ravie d'être là. Alors mon introduction, je pense que ça a été long, mais j'ai en tout cas essayé de résumer tout ce qui constituera justement nos échanges d'aujourd'hui. Moi, je pense que vous vous sentez à l'aise durant cette émission déjà. Je me sens Comment allez-vous déjà? Comment allez-vous? Je me porte très bien, merci. Bonsoir à tous les auditeurs et je suis ravie de faire partie de ce soir. Alors aujourd'hui, nous allons exploiter une thématique très enrichissante. Comment l'art peut-il contribuer à l'émergence justement de l'Afrique? Alors vous qui êtes activiste social, mais aussi voilà, artiste pluridisciplinaire, comment trouvez-vous voilà, l'art aujourd'hui, l'art africain aujourd'hui? Aujourd'hui, je trouve que l'art africain a beaucoup évolué, notamment sur le plan des infrastructures, sur le plan de justement l'extension et davantage aussi sur le plan de la promotion, la valorisation. Parce que il y a quelques années, on avait beaucoup plus à faire à un art qui est beaucoup plus traditionnel, qui est beaucoup plus renfermé, qui est beaucoup plus assez réservé, conservatiste, si je peux le dire comme ça. Mais aujourd'hui, on a affaire à un art qui en fait se révèle, un art qui se laisse découvrir, un art qui attire, un art qui rassemble de divers horizons. Donc pour moi aujourd'hui, l'Africain vraiment a connu davantage cap supérieur en termes d'ascension et je crois que ça va aller davantage en cap supérieur et notamment ceci un peu la conséquence, si je veux le dire comme ça, aussi du brassage culturel, sur le plan multiculturel, bien sûr. Je parle des cultures qui fusionnent ensemble, des gens qui se rencontrent, des idées qui fusionnent pour produire justement ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, un art qui se consomme quand même, malgré beaucoup de challenges encore, mais je pense que ça va aller. Donc du coup, pour moi, aujourd'hui, l'art africain a beaucoup évolué. Aujourd'hui, il est beaucoup plus visible. On voit beaucoup aussi des fruits en termes de production artistique, de par l'Afrique, même jusque dans d'autres pays, en Orient, en Occident. Donc, moi, aujourd'hui, c'est un art qui se révèle davantage au public et le public l'apprécie. Voilà, un art qui se développe, un art qui va de l'avant, comme vous l'avez souligné. Alors ici, on parle de l'art de manière générale, puisque chaque art a sa particularité, mais on aimerait vraiment savoir comment l'art peut-il aujourd'hui transformer l'image de l'Afrique pour attirer davantage d'investisseurs étrangers. À cette question, je crois que je vais apporter vraiment des éléments que peut-être le public n'attend pas en termes de réponse. Pourquoi? Parce que
certes, la vision peut être justement de partir contribuer à l'émergence de l'Afrique. Mais pour moi, déjà, à partir de ce concept-là, cette façon de voir les choses, je trouve qu'il y a déjà, premièrement, une erreur. Parce qu'il n'appartient pas justement aux investisseurs étrangers de venir développer notre art. Mhm. Parce que c'est notre art. C'est ça qui est Oui, notre oui, patrimoine, en fait. oui, Donc, oui, pour moi, justement, aujourd'hui, justement, l'art mais contribue, l'art contribue justement à redorer en fait l'image de l'Afrique. Ça, c'est une vérité. Mais maintenant, en termes d'attraction d'investissements étrangers, je trouve que ça contribue à un certain niveau, mais pour vraiment décoller à partir de l'art en Afrique, pour atteindre d'autres sommets sur le plan économique, bien sûr, sur le plan continental, on n'a pas forcément besoin d'investissements étrangers pour le faire. On a besoin beaucoup plus de politiques publiques qui soient plus structurées pour que notre art connaisse d'autres sommets. Mais maintenant, je vais quand même répondre à la question. Moi, je pense que l'art davantage contribue à redorer l'image de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, on voit quand même de grosses enseignes sur le plan audiovisuel, comme par exemple Niveau TV, qui est au Nigeria, qui vraiment aujourd'hui fait un chiffre d'affaires qui est vraiment qui n'est pas négligeable en fait. mhm. Il n'y a pas que Nollywood TV, il y a carrément aussi dans le domaine par exemple de la mode, Dakar Fashion Week, il y a le Bénin aussi qui organise des salons carrément en industrie culturelle et créative et qui déplace des experts pour Mhm. apporter en contribution et les choses sont en train d'avancer. Sur le plan également de l'architecture même aussi, on voit des monuments qui finissent par aussi contribuer à la création d'un tourisme durable et économique. Non seulement il met en avant notre histoire à travers justement ces chefs-d'œuvre d'architecture, mais à côté de ça également, il y a une économie qui est créée derrière parce que justement, attirant les touristes, ça ouvre des portes justement à ce que non seulement on vend en fait notre image, que les gens connaissent davantage l'image de l'Afrique, l'histoire de l'Afrique autant pour moi, mais aussi qu'il y ait une économie qui est générée derrière. Donc moi je pense que l'art sous ses diverses formes, que ce soit le cinéma, que ce soit la musique, que ce soit l'architecture, véritablement contribue à changer l'image de l'Afrique. Parce que déjà avec des investisseurs qui peuvent décider de créer en fait des films, de produire des films africains qui ne sont pas forcément, pas des investisseurs qui ne sont pas forcément de nationalité d'un pays d'Afrique, ça prouve quand même que voilà, de l'extérieur, quand même, les gens en fait qui sont vraiment sinon, il y a du potentiel en Afrique qu'ils puissent s'en rendre. Moi, je pense que c'est un très bon travail dans ce sens et de faire entrer. Voilà, très important, très important. Alors, pour la deuxième question, de quelle manière, justement, les industries créatives peuvent-elles devenir l'un des premiers piliers de la croissance du PIB continental? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les industries culturelles et créatives, selon un rapport de, je crois, du magazine Forbes, si je ne me trompe pas, c'est un secteur qui génère des milliards de dollars. Il pourrait représenter environ 4% du PIB continental d'ici 2030, mais qui n'est pas vraiment négligeable. Et davantage donc pour pouvoir atteindre justement cette prévision et faire véritablement des ICC, et je vais abréger ça pour que ce ne soit pas très long, parce que industrie culturelle et créative, c'est aussi abrégé ICC, Ok. pour justement que les ICC soient véritablement un levier économique en Afrique, pour que davantage cette Afrique que nous voulons émergente euh, le soit véritablement. Il y a beaucoup de paramètres justement à voir. Il faut déjà voir aussi, premièrement, parce que les artistes ne cessent pas de créer, et je pense que la première des choses déjà à voir, c'est au niveau de la propriété intellectuelle. Parce que ça ne sert à rien à un artiste de faire une création artistique et de voir cette création ne pas pouvoir lui générer le Dieu en fait, le gain qui est associé justement à cette création et en même temps qu'il voit justement cette création être plagiée par une ou deux ou trois personnes, peut-être qui soient hors du pays, hors de son pays d'origine, ainsi de suite. Donc moi, le premier paramètre, c'est la propriété intellectuelle. Et quel est le souci avec ce paramètre? C'est que les méthodes ne sont pas souples. Il faut des démarches qui soient plus souples en fait pour les artistes parce que
Il y a des artistes qui peuvent se permettre de véritablement engager des sociétés de droit, payer sur leurs droits d'artiste, les droits d'auteur, ainsi de suite. Mais tout le monde, tous les artistes ne peuvent pas le faire parce que vraiment, ce sont des procédures qui sont assez coûteuses, elles sont exorbitantes. Il faut vraiment encadrer toutes les créations et qu'elles génèrent du cœur et que vraiment qu'il y ait une surveillance absolue. Ça demande beaucoup en termes de monitoring, ça demande beaucoup en termes de management artistique, aussi en termes de finances. Parce que quand on engage les gens pour veiller sur ses droits, il faut payer ces gens-là. Oh, maintenant, la force de potentiel. J'ai fait un peu le Sénégal pendant. C'était un court séjour, mais ce que j'ai vu, c'était ahurissant. Il y a tellement de potentiel, que ce soit Sénégal ou Cameroun, même chez nous ici, il y a tellement de potentiel et c'est pas des moindres dans d'autres pays aussi. Mais si on ne s'arrête pas un peu pour se dire, ok, c'est bien beau de créer, mais comment est-ce qu'on surveille ces œuvres? Est-ce qu'elles sont plagiées peut-être ailleurs? Comment est-ce qu'on veille sur nos droits d'auteur? Comment est-ce qu'on veille sur la distribution de ces œuvres? Ainsi de suite. Donc pour moi, le premier paramètre, c'est justement la propriété intellectuelle. Maintenant, le deuxième, c'est au niveau de la valorisation des exportations, des coûts de douane, par exemple. Et on se rend donc compte que véritablement, s'il n'y a pas des chaînes de valeur, c'est-à-dire des chaînes de valeur qui sont créées pour que tout ce qui est créé artistiquement puisse être exporté sans contrainte et que véritablement l'artiste et même la législation qui puisse l'accompagner soit vraiment bénéficié de la création qui a été faite, alors là, il y aura toujours un problème. Parce que s'il n'y a pas une industrie véritablement structurée dans tout ce que nous faisons, dans le domaine de l'art, tout ce qu'on va créer, ce sera bien beau pour les yeux, mais au final, l'artiste va mourir de faim. Donc il faut revoir au niveau des coûts de douane pour exporter les produits des artistes. Est-ce qu'il y a des coûts qu'on peut peut-être décider d'établir pour eux, tenant compte de chacun de leurs statuts, artistes débutants, ainsi de suite, ça varie. Donc il y a ce paramètre-là. Il y a aussi un autre paramètre. Il y a un autre paramètre qui est lié aussi à la rentabilité économique. Par exemple, quand je prends un artiste débutant, par exemple, qui a tellement de potentiel, mais qui ne peut pas, par exemple, trouver trouver le moyen d'établir un chemin de la passion vers l'entrepreneuriat culturel, là aussi il y a un problème. De faire de si c'est un métier économique, c'est pas seulement la responsabilité en fait de l'État, des organes étatiques et même des organismes qui peuvent s'en charger. Il y a aussi la part de l'artiste non seulement comme un passionné, mais comme une entreprise. Parce que si on ne dépasse pas ce cap au niveau de la mentalité des artistes aussi, on va se rendre compte que voilà, avec la mentalité de passionné, on ne peut pas contribuer justement à l'économie en fait de notre pays et par extension de l'Afrique. Donc, il y a une formation professionnelle que les artistes puissent avoir, qu'ils se voient comme des entrepreneurs, des entreprises qui puissent générer du profit. Et du moment où on parle déjà de ce postulat, on va se rendre compte que même leur façon d'agir, leur façon de construire leur carrière va complètement changer. Parce que lorsqu'un artiste se voit comme quelqu'un doit construire une carrière, il y a une façon même également justement de se présenter aux gens, de présenter également ses œuvres. Donc moi je pense qu'avec ces trois paramètres, on peut déjà partir de quelque part pour aller à un autre cap encore. Parce que tu es, voir au niveau des coûts d'exportation,
et que l'artiste même également se rende compte et sache, prenne conscience qu'il a un très grand rôle à jouer aussi dans ce schéma. Je pense qu'à partir de ces trois piliers déjà, on peut opérer une très grande révolution pour davantage mettre l'art en fait au devant de la scène. Voilà, trois paramètres essentiels pour mettre l'art au devant de la scène. C'est ce qu'a souligné Madame Arsi. Vous dites? Je pourrais aussi ajouter comme ça en passant que voilà, l'art permet aussi de développer le tourisme parce que autant là on voit tout ce qui est artistique, tout ce qui est beau, qui représente une identité de plus, on va se rendre compte que voilà, ça va attirer le regard forcément de l'extérieur et ça va développer aussi du tourisme autour. Donc je pense que tout ça contribue aussi à ce que voilà, la croissance économique soit véritablement effective. Voilà, trois paramètres ou quatre paramètres essentiels pour développer bien évidemment l'économie au niveau de l'art. C'est ce qu'a souligné Madame Arsi Epal, surtout au niveau de la propriété intellectuelle. Comment? Arsi Epal. Ok. Ok. Bon, moi, je les lis en français. Hein. Je vous comprends très bien, en fait. Voilà. C'est la phonétique locale, en fait. C'est la phonétique locale de chez nous, en fait. C'est un peu ça. Ok, sans problème. Alors, justement, puisque vous avez beaucoup plus martelé sur la propriété intellectuelle, parlons justement de ça. Alors, comment la protection de la propriété intellectuelle des artistes peut-elle vraiment favoriser l'émergence d'une économie culturelle solide? La propriété intellectuelle, justement, a cet avantage qu'elle permet que les revenus, en fait, et les investissements qui sont faits en faveur des artistes par rapport à leur carrière puissent être sécurisés. Parce que, précédemment, lorsqu'elle est protégée, c'est facile qu'elle soit plagiée. Et lorsqu'elle est plagiée, elle peut être multipliée à grande échelle sous divers formats, ainsi de suite. Ça s'appelle la contrefaçon. Et la contrefaçon en question peut aller, c'est-à-dire pour prendre des proportions à un niveau. On se rend compte que l'œuvre même originale n'a plus de valeur. Et là, ça entrave non seulement, c'est-à-dire la dimension créative de l'artiste, mais aussi ça met en mal tout ce que ça pouvait générer comme gain. Donc, la propriété intellectuelle, justement, joue dans ce rôle de protéger les créations, en fait. Et ça permet de réaliser toute la partie économique qui peut accompagner ces créations-là. La propriété intellectuelle aussi permet une structuration du marché. Parce que lorsqu'il y a déjà des œuvres protégées, ça permet également que la chaîne de valeur soit mieux structurée. Parce que pour qu'un artiste, quand un artiste met un produit artistique et quelque chose, ben, il y a un circuit qui se met en place pour que l'œuvre justement transite jusqu'à produire de la valeur économique. Or maintenant, si déjà l'œuvre n'est pas protégée, même la chaîne de valeur sera un peu comme affaiblie. Parce que si je suis peut-être une société peut-être de gestion collective de droit et j'ai la responsabilité peut-être de veiller à ce que voilà la création par exemple de M. Simet parte d'un point A pour un point Z pour produire de la valeur. Elle doit transiter cette création artistique. Si maintenant je me rends compte que voilà l'œuvre que je dois, sur laquelle je dois veiller et dont je dois monitorer le transit jusqu'à ce qu'on récupère le gain qui est associé à cette œuvre, si je me rends compte qu'elle n'est pas protégée, je ne peux pas véritablement la monitorer parce que je me mettrai en danger. Il n'y a rien de légal qui prouve ça. C'est l'artiste en qui pas d'auteur sur l'œuvre. Or, si je la prends, je monitore son transit et je me rends compte que voilà, il n'y a pas de droit d'auteur. Je m'expose aussi à des sanctions sur le plan juridique. Et quelque part, ça affaiblit la chaîne de valeur parce que la chaîne de valeur est plus forte quand déjà à la base, une œuvre a joui en fait des bénéfices de la propriété intellectuelle. Donc, voilà, très important. Moi, que la chaîne de valeur soit forte. Elle veille à ce que la chaîne de valeur soit forte. Et aussi,
la propriété intellectuelle incite à l'innovation parce que lorsque un artiste recourt justement à ces structures qui peuvent veiller sur ses droits d'auteur, en fait, cette procédure garantit un peu comme la survie de la carrière de l'artiste. Parce qu'un artiste qui voit ses œuvres plagiées ou ses œuvres ne pas produire en fait de bénéfices sur le plan économique, justement que cette œuvre doit produire, la carrière en fait de l'artiste est, ça peut créer des frustrations, une démotivation et on peut perdre un potentiel talent qui aurait pu générer tellement de revenus pour booster en fait peut-être l'économie de son pays ou de son peuple, de sa communauté. Donc, justement, cet aspect de propriété intellectuelle assure aussi la survie de la carrière de l'artiste et elle incite davantage à l'innovation. Parce que lorsque je suis un artiste qui veille sur ses œuvres, qui protège ses œuvres, ainsi de suite, je stimule en fait l'innovation chez d'autres artistes. Parce que ma carrière est toujours d'actualité et j'assure en fait la suivi de ma carrière. Donc, voilà les 4 caractéristiques que je peux donner par rapport à cette question-là. C'est très fort, c'est très fort. Alors, moi j'avais une question en particulier. Êtes-vous formatrice des artistes? Puisque vous êtes très théorique et très profond là. Bon, je ne peux pas dire formatrice, mais j'ai été panéliste à des événements qui concernent l'art. J'ai été actrice de panel. Je suis donc c'est pourquoi je peux parler comme ça, en fait. C'est Ça en c'est fait très ça. profond. Ça c'est très profond. Alors, on va vraiment, on est en train de pouvoir amorcer cette thématique aussi essentielle qui va justement apporter tant soit peu le développement dans les secteurs artistiques dans les continents africains. Mais on aimerait savoir, est-ce que l'art peut-il justement servir de moteur principal pour le développement du tourisme durable en Afrique? Au-delà des investissements, Oui, moi au-delà de je pense que l'économie, est-ce que l'art peut en lui seul être ou peut-il servir justement des moteurs principaux pour le développement du tourisme? moteur principal, je ne le dirais pas de façon absolue. Mais moteur puissant, oui. Moteur qui a sa place, sur lequel on peut compter, oui. Pourquoi est-ce que je ne suis pas totalement d'avis avec le terme ou alors l'expression moteur principal? C'est parce que pour que justement l'art puisse être le moteur principal pour le développement du tourisme durable en Afrique, il faudrait que les industries culturelles et créatives soient mieux structurées. J'ai listé beaucoup de barrières. S'il n'y a pas une véritable structuration en termes de chaîne de valeur, ce circuit que j'ai essayé de décrire, on va toujours se retrouver avec beaucoup de talent, beaucoup de potentiel, mais pas assez de rentabilité. Or, avec donc déjà cette défaillance à ce niveau, il n'est pas possible de dire que l'art peut être le moteur principal. Oui, l'art peut l'être si c'est bien structuré davantage. Mais maintenant, l'art peut davantage contribuer à développer le tourisme durable. Pourquoi? Parce que à travers l'art, on peut davantage valoriser le recyclage d'objets, le recyclage de produits. Et ça, c'est bien pour le tourisme durable parce que ce tourisme-là prône justement un environnement qui davantage est sûr, un environnement davantage qui, un écosystème davantage qu'on veut durable, qu'on veut vraiment davantage assez protecteur, qu'on veut davantage assez protecteur aussi, non pas seulement au niveau de notre biodiversité, mais aussi envers même la race humaine, parce qu'elle joue ce rôle à deux volets. Donc l'art peut être dans ce moteur justement de développement de tourisme durable au travers de la valorisation du patrimoine, parce que l'art valorise le patrimoine, c'est-à-dire que tout ce qui est ancien vestige, tout ce qui est monument, tout ce qui est vraiment construction ou alors produit de l'histoire d'un peuple, lorsqu'on présente cette histoire à ceux qui s'y intéressent,
l'art contribue au tourisme durable. Parce que le tourisme aussi, l'un des objectifs en fait, du tourisme, c'est justement de proposer aux gens, de montrer aux gens que voilà, malgré voilà, les centaines de kilomètres parcourus, voici quand même l'une des raisons qui fait que le tourisme ait sa place. La raison, c'est laquelle? On vous montre en fait l'histoire d'un peuple à travers son art. Donc l'art joue un rôle à ce niveau. Également, l'art aussi joue un rôle de sensibilisation en rapport avec la protection de l'environnement. À travers des créations artistiques, on incite les gens à se rendre compte que l'environnement est précieux en fait, sur notre biodiversité. Et davantage, ce que je peux encore ajouter, c'est que l'art aussi davantage permet justement de développer le tourisme durable à travers la valorisation de tout ce qui est création locale, musique, danse, artisanat, à travers l'art. Davantage on voit tout ce qui se crée, tout ce qui est recyclé et tout ça en fait contribue non seulement au bien-être de l'art, mais aussi au bien-être de l'environnement. Au bien-être de l'art et au bien-être de l'environnement, mais on va vraiment aller loin sur cette question pour savoir justement comment faire pour structurer les industries créatives. Pourquoi je pose cela? Parce que chaque pays a sa propre manière de pouvoir promouvoir son art. Chaque pays a son art qu'il met en avant. Alors, si on parle des là, ça veut dire qu'il y a aussi voilà, des industries créatives qui s'immergent dans chaque pays. Alors, comment faire de manière générale pour structurer justement chaque industrie créative pour pouvoir développer le tourisme, pour que l'art devienne justement le moteur principal du tourisme. Voilà un peu. Je pense que pour cette préoccupation qui va justement des moindres, il faudrait déjà que ce soit une réelle volonté étatique de chaque pays de se pencher sur la question de l'art. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que dans les programmes de développement des pays africains, vous trouverez rarement en fait des points qui sont vraiment consacrés au développement de l'industrie en fait, artistique, culturelle et créative. Je prends l'exemple dans mon pays, par exemple. Il y a un programme de développement qui a été mis sur pied que nous appelons la SNE 30. Stratégie nationale de développement. J'ai parcouru ce document de presque 200 voire 220 pages. Il y a beaucoup de programmes, beaucoup de projets visant à développer secteur ainsi de suite agroalimentaire. Mais lorsque j'ai parcouru ce document, je me suis rendu compte qu'il y a à peine 3 alinéas qui concernent la culture. J'ai flairé d'avoir des frissons, s'il faut le dire. Vraiment, je cherche le terme, je ne le trouve pas. J'ai flairé d'avoir des frissons. Parce que lorsqu'on veut construire un pays, on se dit, OK, on met sur pied une stratégie de construction pour développer notre pays. Et on reste. La culture ne doit pas rester en reste. Parce que les gens vont certes investir dans l'agroalimentaire, mais on avance. Il y a un brassage de cultures qui viennent de l'Orient, de l'Occident. Mais si on ne rappelle pas notre conscience davantage qui nous sommes à travers notre art, on risque de construire de grosses enseignes, mais au final se rendre compte qu'on a oublié qui nous sommes. Parce que c'est d'accord de revenir à qui nous sommes pour mieux se projeter, mieux construire par rapport à là où nous voulons aller. C'est à partir de là où nous sommes et de qui nous sommes qu'on peut se projeter pour se dire, OK, c'est parce que nous sommes, voici notre identité. Donc ça doit être une volonté, une réelle volonté, une profonde volonté, c'est même ça qu'il faut dire, une profonde volonté de nos États, de véritablement prendre la question de l'art à cœur, la question de l'art et la mettre à table. Chez nous, par exemple, il y a tellement d'artistes, il y a très peu de plateformes ou alors très peu d'opportunités. On voit aujourd'hui qui permet de sortir du lot sont des artistes qui ont eu, c'est-à-dire postulé pour avoir des opportunités qui venaient de dans la plupart des cas. Oh, c'est très déplorable. Pourquoi? Parce qu'on
potentiel artistique, mais énorme, énorme et tellement intéressant qui peut justement davantage changer l'aspect économique. Mais ce n'est pas forcément aussi. Mais il n'y a pas une réelle volonté. Et je pense que ça peut être aussi le cas dans d'autres pays africains. C'est vrai qu'en Afrique de l'Ouest, c'est différent. Parce que j'ai été en Afrique de l'Ouest, c'est très différent. Là-bas, ils investissent vraiment dans l'art. On bâtit des infrastructures, on promeut les artistes. Et même au niveau des médias, quand on regarde au niveau de l'Afrique, c'est beaucoup plus en Afrique de l'Ouest qu'on voit beaucoup qui promeuvent les artistes. Beaucoup et même en termes de prix additionnels, beaucoup plus viennent d'Afrique. Je pense sous-régional, ils ont pensé justement à ne pas laisser, ne pas négliger en fait cet aspect-là. Donc moi je pense que le point de départ d'abord c'est une réelle volonté étatique. Maintenant, le prochain point c'est que je vais revenir encore sur eux-mêmes. Parce que quelque part, si aussi, ou en fait certains États, pas pour généraliser, certains États ne prennent pas la guerre à cœur, c'est peut-être aussi parce que, voilà, ils ne se prennent pas comme des entreprises.